Donc, du coup, le sujet que je vais traiter aujourd'hui concerne la fragilisation de l'âge de titane. L'oxygène, vous allez le voir, est un élément léger, mais qui peut changer largement les propriétés mécaniques du titane et de ses alliages. Et donc, c'est ce qu'on va aller regarder à travers des approches micromécaniques, dans un premier temps, de manière à alimenter par la suite des modèles numériques d'élasticité et de plasticité cristalline. Donc le titane en fait est un matériau qui est d'intérêt dans le sens où il a des propriétés spécifiques qui sont très très intéressantes. On peut se poser la question de savoir si on peut remplacer les alliages à base de nickel qui eux ont une forte densité par rapport avec des alliages à base de titane. Ça serait un pas assez intéressant pour les matériaux structurels à visée aéronautique, dans le sens où les masses emportées sont d'un grand impact sur la consommation énergétique. Et donc, en gros, de manière à favoriser soit le rendement énergétique d'un moteur, on peut soit élever les températures des pièces, soit en réduire le poids. Donc l'approche de substituer les superalliages à base de nickel par du titane ou d'employer le titane à des températures plus élevées pose la question de la sensibilité du titane et de ses alliages à l'oxydation. Le titane a la spécificité, comme beaucoup d'éléments des groupes 4 et 5 du tableau de Mendeleïev, d'avoir une solubilité de l'oxygène une solubilité de l'oxygène relativement élevée. Donc à 600 degrés, on peut avoir jusqu'à 33% atomique d'oxygène en solution solide dans le titane et donc avoir du coup une forte dissolution de l'oxygène à l'intérieur de la phase alpha qui se veut encore métallique. Donc bien sûr les propriétés de cette phase enrichie en oxygène vont évoluer, mais quand on traite de l'oxydation à haute température de ces matériaux-là, ce que l'on peut voir, contrairement à d'autres matériaux métalliques qui ont une faible dissolution d'oxygène dans ce même matériau, c'est que lors de la phase d'oxydation, on va avoir la formation d'un oxyde externe, mais aussi une zone enrichie en oxygène, donc ce que je vais appeler le Oxygen Rich Layer ORL par la suite, qui va avoir des propriétés mécaniques qui vont changer. On va avoir un gradient de concentration d'oxygène à travers cette couche enrichie en oxygène, et cette zone-là se veut, pour la plupart du temps, beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde que l'épaisseur d'oxyde qui est formée le composant aéronautique. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'un point de vue micromécanique d'aller adresser le comportement mécanique qu'il y a à l'intérieur de la zone enrichie en oxygène, parce que du coup, le dommage principal n'est pas forcément conféré par l'oxyde qui est formé, qui est relativement mince en extrême surface, mais vraiment par la zone enrichie en oxygène qui est parfois jusqu'à 10 fois plus importante que l'oxyde qui est formé. D'où l'intérêt ici. Donc du coup, l'oxygène, comme je l'ai dit avant, présente un gradient de quoi le matériau va présenter un gradient de concentration en oxygène de l'extrême surface, donc de l'interface métal-oxyde jusqu'au cœur du matériau. Donc là, par exemple, on peut regarder un profil de concentration d'oxygène obtenu par microsonde de Castin, où on a environ 22% d'oxygène atomique, de pourcentage atomique à l'interface métal-oxyde. Et plus on va dans le matériau, plus on a une décroissance qui suit une loi de Fick, du fait de la diffusion d'oxygène à l'état solide dans le matériau métallique. Donc les zones affectées, dépendamment des conditions d'oxydation, bien sûr, peuvent atteindre quelques micromètres, dizaines de micromètres, centaines de micromètres, dépendamment des conditions d'oxydation, et elles ont un réel impact sur le comportement mécanique. Donc si on regarde d'autres propriétés, on voit que l'oxygène va avoir un impact sur le volume de la maille atomique, donc par insertion d'oxygène dans les sites octaédriques, mais aussi un impact fort sur la dureté. Donc là, ce sont les premières caractérisations qui ont pu être mises en évidence, sauf que quand on traite de fragilisation des matériaux, le fait de comprimer un matériau qui a un caractère de plus en plus iono-covalent, le test de dureté n'est pas forcément le test le plus probant pour aller sonder les propriétés du matériau. Donc là, ce que nous apporte ce graphique-là, c'est de se dire que par rapport à l'insertion d'oxygène, on a un durcissement du matériau, mais en aucun cas on va traiter de l'aspect fragilité, de fragilisation du titane par l'oxygène. D'accord? Donc là, ce que l'on peut voir, c'est que du coup, on a une dureté qui est environ de 300 dans le matériau de base, et que pour 20% d'oxygène, on peut aller jusqu'à 700 MPa, 700 EHV, pardon. Donc du coup, on vient
plus de doubler la dureté du matériau, et c'est quelque chose qui est assez notable sur les propriétés en extrême surface. Donc là, l'avantage du coup de la dureté, c'est qu'on va venir durcir le matériau, mais en aucun cas on va aller regarder la fragilité qui, elle, ne peut être mise en évidence que par un essai de mise en traction de la couche enrichie en oxygène. Donc là, c'est pour ça que je voulais faire un focus sur les travaux d'Antoine Casadebeit qui ont été réalisés au CIRIMAT, pour lesquels ils ont réalisé des essais de traction sur des éprouvettes qui ont été préoxydées. Et en fait, en faisant des essais de traction conventionnelle sur des essais de traction sur des éprouvettes préoxydées mais de taille conventionnelle, ce que l'on peut voir, c'est la multifissuration de la zone enrichie en oxygène au bout d'un certain temps. Donc là, par exemple, à 1% de déformation, donc dans le domaine plastique, on voit des fissures apparaître. Lucille, par la suite, pourra vous montrer que ces fissures-là apparaissent bien plus tôt dans la phase de déformation. Donc ça, je lui laisserai la primeur d'en parler à ce moment-là. Mais en tout cas, cette fragilisation, elle est mise en évidence par le réseau de fissuration, mais par contre, d'un point de vue contrainte et déformation, il est très difficile, à travers des essais conventionnels, d'aller accéder au comportement mécanique de la zone fragilisée. Donc là, quand je vous parle de zone fragile, ce que l'on peut voir, c'est que sur les faciès de rupture, donc là, dépendamment de la microstructure des alliages de titane qui sont produites, on va avoir, ici, vous avez l'extrême surface du matériau qui est préoxydé. Là, la zone fragile que vous voyez ici est ductile que vous voyez ci-dessous. La zone fragile, c'est la zone de métal enrichi en oxygène. Ce n'est pas l'oxyde qui est formé qui, lui, est fragile. D'accord? Lui, il est fragile de nature. Mais on va avoir une zone de quelques dizaines de micromètres qui va être extrêmement fragile et qui va impacter l'intégrité mécanique des éprouvettes. Donc pour aller un petit peu plus loin dans la caractérisation mécanique, il nous faut descendre d'échelle et accéder à des essais mécaniques qui soient comparables aux zones enrichies en oxygène. Et c'est là où les essais micromécaniques sont d'intérêt, de manière à aller sonder des propriétés mécaniques à l'échelle de la taille de la zone enrichie en oxygène, c'est-à-dire de la centaine de micromètres, voire même en dessous si on veut aller discrétiser le comportement à l'intérieur même de la zone enrichie en oxygène. Donc pour ce faire, j'ai travaillé dans un premier temps sur un matériau qui est relativement simple, qui en fait la différence avec l'exposé qui sera présenté après, c'est de travailler sur du titane pur. Donc sur un titane qui est pur, et donc avec une microstructure EQAX. Donc un matériau qui est relativement aisé de manière à faire des essais mécaniques avec une texture qui est plus ou moins prononcée dépendamment des directions de la tôle qui a été utilisée. Et donc ce matériau-là, on l'a préoxydé à différentes conditions, donc à 700 degrés, qui est une température très élevée pour ce matériau-là, pour le T40, et on a fait des expositions à 1 heure, 10 heures, 50 heures et 100 heures. Donc pour ces conditions-là données, on a ce genre de profils de concentration qui ont été caractérisés par microsonde de Cassin. Donc là, ici, c'est le pourcentage en atomique relatif, parce que du coup, on a des problèmes de contamination. Peut-être que Lucie en parlera par la suite. On pourra en parler lors des discussions si vous voulez. Mais là, ce que vous voyez ici, c'est le pourcentage atomique relatif par rapport à la teneur que vous avez à cœur ici. D'accord? Et donc, ce que l'on peut voir, c'est que les gradients vont s'étaler de quelques dizaines à quelques soixantaines de micromètres en fonction des conditions de préoxydation. Voilà. J'ai mon ordi qui a planté. Ça va venir. Donc, les différentes approches que je vais vous présenter par la suite, quand ça voudra bien s'afficher, sont les différents tests que je vais vous présenter. Donc, dans le cadre de mes travaux de thèse qui datent de 2013, j'ai pu développer une technique d'amincissement d'éprouvettes de manière à pouvoir extraire des éprouvettes de quelques dizaines de micromètres et donc de les solliciter mécaniquement par la suite. Donc là, je vais vous présenter deux approches, le fait de pré-amincir des éprouvettes et ensuite de les préoxyder, ou ensuite le fait d'oxyder un matériau et de prélever des micro-éprouvettes à différentes profondeurs dans le gradient. Et ces techniques-là permettront de sortir les propriétés apparentes du matériau présentant un gradient de concentration en oxygène, mais les propriétés mécaniques telles qu'une limite d'élasticité, un module Young, ce genre de propriétés mécaniques qui sont pertinentes pour la confrontation ensuite par la suite et ses calculs. La deuxième approche que je vais vous présenter, c'est la cartographie mécanique par nano-indentation,
où on va aller chercher des propriétés très locales à l'intérieur de la zone enrichie en oxygène, donc tel que le module réduit, qui correspond au module Young apparent par nano-indentation, ou des propriétés telles que la dureté, comme ça a été présenté précédemment. L'autre test que je vais vous présenter, c'est la compression de micropiliers, parce que c'est un test qui est beaucoup plus aisé à post-traiter, de manière à identifier les paramètres de plasticité cristalline. Ensuite, une fois qu'on a l'ensemble de ces données-là, on va faire de la simulation numérique de manière à essayer de reprédire le comportement que l'on a obtenu sur les matériaux présentant un gradient de concentration d'oxygène, et donc de manière à faire une confrontation avec ces calculs. Donc là, j'irai pas trop dans ce détail-là sur la partie simulation numérique parce que le temps va m'en empêcher, mais du coup, je vais passer un peu plus de temps sur les approches micromécaniques. Donc concernant les essais mécaniques à l'échelle méso, donc comme je l'ai dit précédemment, par polissage, on est capable de réaliser des éprouvettes relativement minces par polissage mécanique. Donc avec ce dispositif-là, on peut tester des éprouvettes qui font une quarantaine de millimètres de long, mais une dizaine de micromètres d'épaisseur. Donc on peut descendre jusqu'à 10 micromètres d'épaisseur, et ensuite d'aller faire un test mécanique sur les échantillons. Donc là, avec la géométrie qui était présentée avant, ce que l'on a fait, c'est que on a préoxydé un matériau qui avait un gradient de quelques dizaines de micromètres de profondeur, et on a prélevé à différents endroits dans le gradient de concentration d'oxygène des éprouvettes. Donc on a réalisé des éprouvettes qui faisaient 50 micromètres d'épaisseur, le gradient faisait à peu près 50 microns aussi d'épaisseur, donc c'est-à-dire que la première éprouvette comprenait l'entièreté de la zone enrichie en oxygène, la deuxième éprouvette en rouge n'en conservait qu'une certaine partie et une zone de matériaux non infectés. Donc 20 micromètres étaient perdus de zone enrichie en oxygène et 20 micromètres étaient obtenus dans la zone non affectée par l'oxydation. Donc on a regardé le comportement mécanique dans un premier temps des éprouvettes à cœur, donc celles qui sont en dehors de la zone enrichie en oxygène, et on voit qu'on a un comportement assez similaire entre des éprouvettes qui sont prélevées à 60 ou 90 micromètres de profondeur. Quand on fait des essais mécaniques ensuite sur des éprouvettes qui font qui sont prélevées à 40 micromètres, donc là il faut juste patienter encore que mon ordinateur veuille faire apparaître les slides. On va avoir, ce que l'on va pouvoir mettre en évidence, c'est un durcissement du coup du comportement du matériau présentant un gradient. Donc on a une augmentation de la limite d'élasticité, et par contre sans forcément avoir une diminution notable de la ductilité du matériau. Pour des essais qui sont chargés encore plus en oxygène, on va avoir un comportement extrêmement fragile, comme vous pouvez le voir ici. On a une augmentation de la limite d'élasticité, mais par contre, on a une utilité qui est extrêmement réduite. On a un comportement quasi fragile de ces échantillons-là. Mais par contre, on a réussi à réaliser des essais mécaniques. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une compétition très forte entre le durcissement que l'on a, mais aussi la fragilisation des éprouvettes du fait de l'insertion d'oxygène. Donc ensuite, on a adopté une autre approche, qui est le fait de faire des essais mécaniques sur des matériaux qui sont non enrichis en oxygène. Je suis vraiment désolé, j'ai un gros problème d'ordinateur qui ne répond plus à une slide sur deux. Damien, tu veux m'envoyer les slides et je les passe? À la rigueur, on peut peut-être faire ça, ouais. Mais je crois que j'ai plus contrôle de mon ordinateur surtout. Zup. Alors, allez. T'as pas un format PDF? Si je vais, ouais, mais il y a quelques animations à certains endroits. Il n'y en a pas beaucoup d'animations, mais ouais, on va surtout, j'ai surtout. Vous voyez encore la présentation ou pas là? Non. Tu l'as. J'ai quitté le partage? Oui. Ouais. Ok, désolé. Tac. Je te fais un file sender du coup. Ok. Attention surtout.
Je suis désolé, je ne trouve pas la présentation. Bah, attends, on va réessayer. Je pense que ça devrait marcher, on va voir. Ça a bougé ou pas? Là, on n'a plus ton écran, Damien. Vous avez plus du tout l'écran? Tac. Je vais y arriver. Il faut bien que pendant un premier webinaire, on ait des problèmes techniques, Damien. Exactement. Attends, mais par contre, je vois pas où on a enregistré cette présentation-là. Alors, ça, tac. On va surtout quitter les autres présentations aussi. Désolé à tout le monde. Est-ce que tu veux que Lucille prenne la main en attendant que tu retrouves tes petits? Tout à fait très joli entre nous. Non, mais là c'est bon, je la réenregistre à un autre endroit. J'ai l'impression que la mise à jour a fait bugger le truc. Ah. Euh, Pas tout à fait normal. Je pense que c'est les synchronisations de serveurs qui ont fait bugger. Je t'envoie le lien par mail? Ouais, je suis dessus. Tac, ou tu le veux dans les commentaires sinon? Non, bah tout le monde va y accéder. Bon, ouais, Ah non, vous m'envoyez en panéliste sinon. Ouais. je suis pour la recherche publique, moi. Pour l'open access. Ouais. Si tu peux le mettre dans le chat, vise que les panélistes. Ok. Ah oui. Bah même je peux t'envoyer qu'à toi en fait. Vas-y. Tac. Vincent Morel. C'est bon. Normalement tu l'as. Ah, ça fait la bagatelle de 130 mégas. Il faut quelques secondes et on est. Ouais, c'est ça. Désolé à tous en tout cas. Donc je vais faire de l'usurpation d'identité, je vais me faire passer pour Damien. Bon, ça arrive. Je vais pas finir dans 3 minutes, hein. Pas de souci. Je vais quitter pour accélérer le débit descendant. Ouais. Ok. Donc pour info, pour les gens qui arrivent, Damien a un petit problème d'ordinateur. On est en train de régler ça. Ouais, désolé à tout le monde. Il n'est pas médaillé qui veut, hein. C'est la première fois que ça fait ça. C'est bon. Excusez-moi, le réseau était pas très rapide. Et voilà, on va partager.
Tu t'en sors, Vincent? Ouais, tout à fait. Bon, désolé, j'en étais à la slide 23. Dites-moi si c'est OK. J'ai l'impression que oui. Ouais, moi je vois bien, ouais. Parfait. Non, du coup, ouais, on peut rester sur ça, si tu veux, ça sera peut-être plus simple. Donc, du coup, l'autre approche, donc à la place d'extraire les éprouvettes dans le gradient de propriétés mécaniques, donc bien sûr, avant, on venait sonder l'évolution des propriétés mécaniques à différents endroits dans le gradient. Là, ce que l'on fait, c'est que l'on a des éprouvettes qui font une certaine épaisseur, que l'on va préoxyder un certain temps, de manière à pouvoir avoir un ratio zone affectée par l'oxydation et zone non affectée par l'oxydation différentes, pour soit en changeant l'épaisseur de l'éprouvette, soit en changeant du coup la durée d'oxydation. Donc à gauche, ce que l'on met en évidence, c'est la quasi-insensibilité du comportement mécanique en fonction de l'épaisseur des éprouvettes. Donc là, on a juste fait de l'extensométrie optique sur lors des essais mécaniques. Donc l'éprouvette qui fait 50 microns d'épaisseur, où le comportement est légèrement différent, c'est lié à la localisation de déformation dans la zone utile, qui amène à une ductilité plus faible. Mais ce que l'on peut considérer, c'est que le comportement élastoplastique est comparable indépendamment de l'épaisseur des éprouvettes pour les essais qui sont non préoxydés, donc les courbes à gauche. Sur les courbes à droite, ce que l'on voit, c'est que quand on vient oxyder notre matériau à 10 heures à 700 degrés, on voit qu'on a une évolution du comportement mécanique que l'on peut mettre en évidence car on a des éprouvettes qui sont relativement minces. Donc si on compare les essais à 800 et 400 MPa, ce que l'on voit, c'est que le comportement est assez similaire. Donc c'est-à-dire que même une éprouvette de 400 microns, hormis la ductilité, permet de retranscrire un petit peu le même comportement mécanique qu'une éprouvette qui est préoxydée qui est préoxydée et qui fait 800 micromètres d'épaisseur. Mais quand on commence à descendre à 200 microns, 100 microns, 50 microns, pour une zone affectée qui fait une vingtaine de micromètres à peu près, au bout de 10 heures de préoxydation à 700 degrés, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une augmentation de la limite d'élasticité qui peut être caractérisée et quantifiée par les essais micromécaniques. Donc là, Vincent, tu peux changer de slide. Et oui, très bien, voilà. Donc maintenant, si on compare un petit peu le comportement mécanique entre des essais qui sont oxydés pendant 10 heures et d'autres qui sont préoxydés à 100 heures, durant 100 heures à 700 degrés, ce que l'on voit sur le diagramme de droite maintenant, c'est que au bout en dessous d'une certaine épaisseur, là notamment les 200 microns, on a une évolution de la limite d'élasticité qui est croissante avec la diminution d'épaisseur, et ensuite une rediminution pour des éprouvettes de 200 et 100 micromètres. Donc là, le 100 micromètres, vous voyez, la contrainte à rupture est aux alentours de 220 MPa. Donc ce que l'on voit, c'est qu'on a une forte compétition entre le durcissement du matériau, donc ça c'est la slide suivante, et que si on augmente le temps et l'épaisseur du coup de l'éprouvette, on va avoir une compétition entre le durcissement et la fragilisation. Donc là, normalement, les zones rouges se voulaient semi-transparentes, donc du coup, je vous ai entièrement caché les zones fragiles. Donc pour vous montrer la différence sur les faciès, du coup, tu peux passer la slide, s'il te plaît, du coup, Vincent. Et donc sur les conclusions, ce que l'on peut dire, c'est que par les essais de microtraction, on est capable de mettre en évidence cette compétition que l'on a avec le durcissement local dans la zone enrichie en oxygène, mais aussi l'endommagement préférentiel et donc la perte de ductilité et la baisse de limite d'élasticité en fonction de l'épaisseur. Là, il faudrait que tu changes juste une fois, voilà. Donc ça, c'était le cas qui était pour les essais sur des matériaux qui sont notamment purs initialement. Donc c'était le cas du T40 que je vous ai présenté. Donc c'est un matériau, comme on peut le voir à gauche, où à partir des 300 MPa de limite d'élasticité, a une capacité d'écrouissage qui est relativement importante. Donc ça, c'est le cas des matériaux purs, et du coup, on a une influence forte de l'oxygène sur la limite d'élasticité. Si on s'attaque à des matériaux comme le TA6V, donc des matériaux qui sont structurels, là, quand on est sur le matériau non affecté par l'oxydation, on a un matériau qui a une haute limite d'élasticité et un très faible écrouissage. Donc dès qu'on va avoir une zone fragilisée par l'oxygène, lors du fait de l'oxydation à température, on va uniquement mettre en évidence une baisse de la limite d'élasticité et une baisse drastique de la ductilité de l'échantillon. Donc là, comme vous pouvez le voir à droite sur les conditions.
Donc là, ensuite, c'était pour vous présenter une autre technique que la caractérisation de microsondes, parce qu'avant, je vous parlais de variation d'oxygène, de concentration d'oxygène relative en microsondes, ce qui est matérialisé par l'EPMA, donc sur le diagramme. Là, on a une nouvelle technique qui est proposée par Lazalis, qui est sur une spectroscopie optique, du Laser Induced Breakdown Spectroscopy, à haute résolution, qui sont les cartographies que vous voyez en bas. Et en haut, vous voyez le profil associé, du coup, de concentration en oxygène. Donc, on est capable, du coup, de faire des mesures absolues de teneur en oxygène à partir de droits de calibration. Et donc, on est capable de voir l'enrichissement que l'on a à cœur, du coup, sur la micro-éprouvette de droite, où on voit que, du coup, le retour n'est pas à 0, mais à 5% de teneur en oxygène sur les échantillons les plus minces. Donc, c'était une autre technique de caractérisation pour caractériser l'oxydation à température. Là, tu peux encore passer la slide, ça permettra de gagner du temps. On va passer directement à la nano-ondantation. Donc là, la nano-ondantation que je vais vous présenter, je vais passer un petit peu les détails. Tiens, tu peux passer la slide, s'il te plaît, Vincent. Là encore. Là encore. Donc là, sur ce matériau-là que l'on a testé, donc c'est toujours le même T40 que l'on a préoxydé à 700 degrés pendant 100 heures. Donc la surface que vous voyez, c'est la surface où il y a marqué surface, c'est la surface enrichie en oxygène. Donc vous avez le gradient à gauche qui est matérialisé par la concentration en oxygène. C'est une coupe transverse de notre échantillon. Et la coloration que vous voyez, c'est la cartographie EBSD, donc la cartographie d'orientation des grains, représentée en figure de pôle inverse, avec la direction qui est normale à votre écran, donc la direction de nano-ondantation. Donc sur la slide suivante, ce que vous pouvez voir, c'est le résultat des cartographies de nano-ondantation. Donc là, on a réalisé 1100 points par 100 points, donc 110 000 points. Ça nous a pris une dizaine de jours pour collecter ces cartographies de réponses mécaniques. Et la couleur que vous voyez sur le module réduit et sur les duretés correspondent en tout point de mesure de nano-ondantation à la réponse mécanique locale. Donc le module réduit correspond au module Young apparent directionnel dans la direction de nano-ondantation, et la dureté, du coup, à la dureté. Donc ce que l'on peut voir, c'est que l'on a une corrélation, on va dire, entre l'orientation des grains. On arrive à voir l'anisotropie de comportement élastique, donc sur le module réduit, mais aussi de dureté, donc relatif à la plasticité, en fonction de la teneur en oxygène, mais aussi en fonction de l'orientation des grains. Maintenant, si on aligne les données EBSD, les données de concentration chimique, et les données de propriétés mécaniques, on est capable de mettre en évidence l'évolution du module réduit et de la dureté en fonction à la fois de la teneur en oxygène, qui est représentée en abscisse, ou de l'orientation du grain, qui est matérialisée par le declination angle et qui correspond au code de couleur associé. Donc là, ce que l'on voit, c'est que pour les faibles declination angle, on a un module Young qui est plus élevé qu'un fort declination angle, c'est-à-dire quand on vient solliciter l'axe C quand on vient solliciter notre cristal dans la direction de l'axe C de notre maille hexagonale, on a des propriétés mécaniques qui sont légèrement plus grandes, plus élevées que quand on est perpendiculaire à l'axe C, donc plutôt dans la direction A. Donc ensuite, on est capable d'identifier le comportement mécanique, du coup, l'évolution du module réduit en fonction de l'orientation des grains et de la teneur en oxygène. La nano-ondantation, je le rappelle, est un essai qui est relativement complexe à extraire de manière à avoir des propriétés intrinsèques relatives au cristal. Il existe des techniques telles que les méthodes de Vlasak-Enix qui permettent de remonter à un module d'orientation, un module d'indentation dépendamment de l'orientation des grains. Donc là, je vais passer un petit peu ce détail-là. Et ce que ça nous a permis de faire, c'est d'identifier les différents termes de la matrice de complaisance isotrope transverse, donc pour le titane hexagonal, en fonction de la teneur en oxygène. Donc grâce à ces paramètres-là, on a pu mettre en évidence l'anisotropie et l'évolution de l'anisotropie élastique du matériau. Donc si tu veux passer la slide suivante. Et donc du coup, on voit bien que l'oxygène qui se met dans les sites octaédriques de la maille hexagonale, donc dans les sites selon la direction C du coup de notre maille hexagonale, vient durcir progressivement, vient renforcer au final les propriétés mécaniques selon l'axe C. Donc là à gauche on a un comportement isotrope transverse où on est quasiment on est peu anisotrope, on est quasiment proche d'une sphère
quand on est très peu riche en oxygène. Et quand on est à forte teneur en oxygène, on vient transformer notre forme un petit peu en olive à faible teneur en oxygène en cacahuète, parce que on a du coup un renforcement selon l'axe C très important par rapport à la configuration basale que l'on a. Donc là, on a fait d'autres expériences et je vous invite à lire le papier d'Ayoub Dziri pour réaffiner les valeurs de la matrice de complaisance en fonction de la teneur en oxygène. Donc le dernier point que je vais adresser concerne les essais de compression de micropiliers. Donc là, on a utilisé non pas un T40 mais un T35, donc c'est un matériau encore moins riche en oxygène initialement que le T40, et on a une microstructure à très gros grains. Donc on s'est permis du coup, alors utiliser des très gros grains, ça nous a permis de faire beaucoup de motifs de micropiliers, comme vous pouvez le voir sur la slide, et d'introduire un gradient de concentration en oxygène qui est en deçà de la taille de grain. Donc du coup, on a un petit peu des configurations de monograins, mais on a plusieurs orientations qui s'offrent à nous lors de l'analyse, et on a usiné une trentaine de piliers par grain, de manière à discrétiser le gradient de concentration en oxygène et la réponse mécanique associée par orientation de grain. Donc là, quand on est à très faible teneur en oxygène, ce que l'on voit, c'est que, oui, tu peux les mettre tout en évidence, c'est que au fur et à mesure, on se rapproche de l'interface métal-oxyde, donc de la coloration bleue vers la coloration rouge, on voit bien l'évolution des propriétés mécaniques. Déjà, on voit la répétabilité des essais de compression de micropiliers avec les deux courbes les plus basses qui sont proches de 500 MPa de limite d'élasticité. Et au fur et à mesure où on insère de l'oxygène dans la structure, on voit qu'on a une évolution très très forte, à la fois de la raideur apparente, donc la pente du coup dans le domaine élastique, mais aussi de la limite d'élasticité du matériau. Et ce que l'on voit aussi, c'est l'apparition d'un jerky flow dans la plasticité pour les matériaux qui sont très riches en oxygène, et ça c'est un point que l'on va adresser par la suite. Donc là, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut mettre en évidence, donc à gauche, c'est un pilier qui est très riche en oxygène, donc un pilier qui est sensible au jerky flow, donc à la variation de contrainte lors de la déformation plastique. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'un matériau qui est très riche en oxygène, du fait potentiellement de la précipitation, ou en tout cas de la nanoprécipitation de TiO6 dans les piliers, on va avoir une interaction dislocation-soluté qui va être importante et amener à une forte localisation de la déformation. C'est-à-dire que la déformation plastique est portée par quelques bandes de glissement, mais chacune de ces bandes porte beaucoup de plasticité. À l'inverse, sur le pilier de droite, ce que l'on voit, c'est un pilier qui est très peu riche en oxygène et où on voit que le matériau présente beaucoup de bandes de bandes de glissement, beaucoup de bandes de localisation de déformation, mais que chacune de ces bandes porte très peu de plasticité. Donc, dépendamment de l'orientation des grains, on a du coup un comportement mécanique qui est différent. Donc maintenant, si on prend en considération le facteur de Schmitt, on pourra aller vers une analyse de CRSS. Donc bien sûr, c'est ce que l'on a fait. Donc là, ouais, tu peux rester sur la slide. Sur l'autre slide, du coup, sur là où on présente le gradient de concentration en oxygène. Donc, de manière à identifier le comportement en oxydation du coup du matériau, on s'est amusé à refaire des essais avec le microlibs et on a tracé des profils de concentration d'oxygène pour chacun des grains que l'on a analysés. Donc, dépendamment de l'orientation des grains, on a pu mettre en évidence une évolution de la concentration en oxygène à l'interface métal-oxyde, qui peut varier du coup entre 9,5% atomique ou 6% atomique, dépendamment de l'orientation des grains. Donc là, on est encore en train d'étudier un peu ces mécanismes-là. Et du coup, ça nous a permis à avoir un gradient de concentration d'oxygène différent pour l'ensemble des grains. Ensuite, à partir d'une analyse de facteur de Schmitt, à partir des traces de glissement, on a pu mettre en évidence l'évolution de la limite d'élasticité. Voilà, tu vas un tout petit peu trop vite et en plus je vais pas adresser. Excuse-moi. Et donc du coup, l'analyse des facteurs de Schmitt nous a permis de tracer l'évolution du coup du CRSS en fonction de la teneur en oxygène à partir des différentes analyses des micropiliers, et on voit une très bonne corrélation des CRSS en fonction des différentes orientations que l'on a testées et des différentes concentrations d'oxygène que l'on a testées. Donc, je pense que je peux vous parler brièvement de la dernière partie. Ce que l'on s'est amusé à faire, c'est des simulations numériques en 1D dans un premier cas, uniquement de manière élastique. Si tu peux aller sur la slide suivante, c'est qu'en regardant et encore la slide encore suivante, ce que l'on peut, un résultat qui est assez intéressant sur les essais
de matériaux à gradient de concentration en oxygène. Donc on a un effet cœur coquille qui peut être assez important. Et plus le matériau est épais, donc là par exemple si on prend le cas des 480 microns, ou plus le matériau est peu oxydé, ben en fait on a une contrainte apparente à l'interface métal-oxyde, qui est le point à 0, du coup en abscisse, qui va être importante, et plus la contrainte à cœur dans notre matériau va être importante. Donc ça c'est un effet de matériau à gradient qui est assez prononcé, et qui est très important. Ça veut dire qu'en gros, dans les prémices d'oxydation, on va avoir des contraintes portées par l'extrême surface qui sont maximales, et qui vont être de plus en plus faibles uniquement de manière élastique, du fait du gradient qui s'étale dans le matériau. Donc ça c'est juste un modèle multibar qui permet de mettre en évidence l'évolution de la contrainte maximale que l'on a à cœur et en pot sur un matériau présentant un gradient de propriété élastique. Donc ensuite, on a continué ces analyses-là avec Ayoub Ziri et l'équipe de Samuel Forest en adressant la même chose sur un agrégat polycristallin où on vient insérer un gradient de concentration d'oxygène, et dépendamment des temps de préoxydation, on va avoir les mêmes effets qui sont rapportés, avec aussi un point qui est très important, la dispersion de la contrainte en extrême surface. Donc pour les préoxydations, ce que l'on voit, c'est que la contrainte est plus importante. La contrainte en extrême surface est plus importante, comme on peut le voir sur la distribution des contraintes sur les diagrammes, sur les histogrammes. Et que du coup la variation de contraintes entre les directions les plus souples et les plus rigides amène à une variation de concentration de déformation très importante à l'interface métal-oxyde dans les premiers instants de préoxydation. Si on rajoute un oxyde sur le cas de droite, on voit qu'on va encore augmenter un peu plus la concentration de contraintes à l'interface métal-oxyde, donc dans la zone enrichie en oxygène, non pas dans l'oxyde, mais dans la zone à l'interface métal-oxyde, dans le matériau métallique, mais que par contre la distribution de contraintes en extrême surface est plus faible que dans le cas où on est où il n'y a pas de présence d'oxyde. Donc pour synthétiser, je pense que j'ai un peu dépassé le temps, Un petit peu. que l'on peut dire, mais c'est aussi lié aux problèmes techniques qui sont apparus. C'est de vous dire que en fait avec l'approche globale que l'on mène, c'est qu'on est capable de caractériser aussi bien le comportement du matériau à gradient que le comportement micromécanique local dans la zone enrichie en oxygène, et qu'il est vraiment important de continuer les efforts sur la simulation numérique de manière à pouvoir identifier l'influence de ces matériaux du gradient de propriété mécanique sur la réponse et l'intégrité mécanique du matériau à gradient.